Je m'appelle Stéphanie Allen. Je suis née et j'ai grandi dans une banlieue tranquille de l'Oregon. De l'extérieur, ma famille ressemblait à l'image de la vie de la classe moyenne américaine, une maison avec une cour avant remplie de lavande, une jolie clôture blanche et des dîners de famille confortables sous un éclairage chaleureux. Mais à l'intérieur, les choses étaient loin d'être aussi agréables qu'elles le paraissaient. J'étais le premier-né de mes parents, Mark et Linda Allen, tous deux fervents défenseurs des méthodes parentales modernes. Mon père, ingénieur logiciel passionné de mathématiques, a toujours rêvé d'avoir un enfant brillant et exceptionnel. Ma mère, a-t-elle dit un jour à ses amis, avait lu plus de 40 livres sur la psychologie de l'enfant avant ma naissance. J'ai été amené dans ce monde avec des attentes élevées au surveillé, mesuré et expérimenté comme un projet de recherche. Mais lorsque j'ai eu 3 ans et que je ne savais toujours pas compter jusqu'à 20 ni écrire mon nom correctement, la déception de maman est devenue évidente. Mark, je ne pense pas qu'elle soit capable d'apprendre aussi vite que nous l'espérions, dit-elle, un mélange de frustration et de prudence dans la voix. Nous devons intervenir tôt pour ne pas rater la phase dorée. Mon père a simplement hoché légèrement la tête, mais je me souviens de la façon dont il m'a regardé ce jour-là, comme si j'étais un problème de mathématiques qui donnait une mauvaise réponse et qui ne valait pas la peine d'être résolu davantage. Quand j'avais 4 ans, ma sœur cadette Claire est née et à partir de ce moment, tout a changé à la maison. Maman semblait devenir une personne différente. Chaque coin de la maison était rempli de jouets stimulant le cerveau, de flashcards d'émotions et d'outils d'apprentissage avancés que l'on ne trouve que dans les centres d'éducation d'élite. Je me souviens encore de cet après-midi. J'étais tranquillement en train de construire des blocs Lego dans un coin du salon lorsque maman est passée, m'a jeté un coup d'œil et m'a dit, « Claire n'a que 7 mois et répond déjà à des séquences en 3 étapes. » Peu importe, continue de jouer. Claire avait une chaise haute musicale, des livres en tissu importés de Suède et un tuteur privé avant ses 2 ans. Et moi? J'avais des cahiers d'exercices préimprimés, un crayon court et des rappels quotidiens selon lesquels je devais faire plus d'efforts si je voulais réaliser quelque chose. Quand j'avais 8 ans, j'ai remporté la 2e place au concours d'art de l'école. J'ai ramené mon tableau à la maison, débordant d'enthousiasme. Maman y a jeté un coup d'œil et a dit, « Eh bien, Claire a lu une nouvelle entière en anglais aujourd'hui. » Papa n'a rien dit, il était occupé à installer un puzzle logique pour Claire en bas. J'ai appris à ne rien attendre, pas d'éloge, pas de récompense, pas de regard fier. Je suis lentement devenu une ombre dans ma propre famille présente, mais jamais vraiment vue. Le point de rupture est survenu à l'automne de l'année de mes 12 ans. J'avais toujours eu ma propre chambre, celle de l'étage avec la fenêtre qui donnait sur la petite forêt derrière notre maison, où la lumière du matin filtrait à travers les stores en faisceau doux. J'ai adoré cette pièce. C'était le seul endroit où je me sentais moi-même. Un soir, juste après avoir fini mes devoirs et accroché un nouveau dessin au mur, Claire a fait irruption. Maman dit que je déménage ici. Cette pièce est plus grande et j'ai besoin d'espace pour mon nouveau coin bureau. Je l'ai regardé, pensant que c'était une blague. Non, dis-je fermement. C'est ma chambre. Claire haussa les épaules et sortit. Moins de 24 heures plus tard, quand je rentrais de l'école, tout avait changé. Mes affaires avaient été déplacées dans la plus petite pièce à côté de la buanderie. L'ancienne salle portait désormais le nom de Claire, remplie de nouveaux équipements d'apprentissage et d'un bureau d'études d'un blanc immaculé. Je suis entré dans la nouvelle pièce minuscule, exiguë et froide. Le lit touchait le mur, le bureau était trop petit pour mes livres et une lampe. Je restais là, les poings serrés, retenant mes larmes. « Maman, j'ai appelé, pourquoi ferais-tu ça ?» C'était ma chambre. Je l'ai depuis que je suis petite. Elle ne s'est même pas retournée. Tu es plus âgée maintenant. Tu devrais apprendre à céder. Claire en a davantage besoin. Ne fais pas de scène, Stéphanie. Je n'ai pas répondu. Je suis rentré, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit. La lumière du couloir pénétrait par la fente sous la porte opale et inconnue. Pour la première fois, je l'ai ressenti clairement dans cette maison. J'étais la pensée après coup, bien que je sois le premier-né. Au moment où j'ai atteint la dernière année du lycée, la vie dans la maison Allen tournait toujours autour de Claire. Elle était maintenant une excellente élève dans un lycée privé prestigieux, conduite dans un SUV flambant neuf avec un tuteur privé venu 2 fois par semaine. Et moi? J'allais toujours à l'école publique, j'allais en classe à pied tous les matins et je gérais tout seul, des études aux activités extrascolaires. Je ne me suis jamais plaint. J'avais l'habitude d'être sous les projecteurs. Mais je n'étais pas préparé au moment où la moindre illusion d'équité serait brisée,
juste à table. Cette nuit-là, mes grands-parents, Arthur et Hélène, sont venus me rendre visite. Ils étaient les seuls dans la famille à me faire sentir vu, entendu. Nous mangions les lasagnes de maman et Claire parlait sans cesse de ses projets de programme d'été à Stanford. C'est merveilleux, sourit grand-mère Hélène, puis se tourna vers moi. Et toi, Stéphanie? As-tu déjà pensé à l'université? J'ai levé les yeux, ayant pour la première fois l'espoir de pouvoir partager quelque chose qui m'appartient. J'ai postulé à l'université de l'Oregon et à l'UC Davis. Je viens d'être accepté dans le programme de commerce de l'Oregon, bourse partielle. Si j'obtiens plus d'aide financière. Je n'ai même pas fini avant que maman pose sa fourchette et son couteau. Le son résonna brusquement. Stéphanie, dit-elle d'une voix tendue. Ton père et moi avons parlé. Nous ne pouvons pas vous aider davantage pour vos frais de scolarité cette année. J'ai cligné des yeux. Quoi? Papa est intervenu, comme s'il avait répété. Nous devons donner la priorité à Claire. Elle a été invitée à un programme de préparation à l'Ivy League. C'est une opportunité rare. Mon cœur se serra. Donc toutes les économies universitaires dont tu as dit qu'elles étaient pour nous deux iront à Claire? Maman soupira, comme si elle énonçait une évidence. Claire a un réel potentiel. Vous, Stéphanie, pourriez-vous envisager de commencer des études dans un collège communautaire et de transférer ou de prendre du temps pour travailler? Ce n'est pas une mauvaise option. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il me coupait complètement la parole. La pièce devint silencieuse. Personne ne parlait, à l'exception du léger tintement de la cuillère de grand-mère Hélène contre son assiette. Linda, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Les deux filles sont mes petites filles. Je ne peux pas rester ici et en voir une être mise de côté. Maman pinça les lèvres. Maman, ce n'est pas. Oui, ça l'est, l'interrompit grand-père Arthur. C'est absolument le cas. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, grand-mère Hélène est venue me poser doucement une main sur mon épaule. Vous n'avez plus à porter ce fardeau, a-t-elle déclaré. Nous paierons vos frais de scolarité. Tout cela. Aucun prêt n'est nécessaire. Je me suis retourné, les yeux rouges. Mais c'est trop d'argent. Ce n'est pas trop quand il s'agit d'investir dans quelqu'un qui essaie. Elle sourit doucement. Tu n'as pas besoin de favoritisme pour briller, Stéphanie. Tu l'as déjà fait toute seule. Cet automne-là, j'ai emménagé dans les dortoirs de l'université de l'Oregon. Le jour où j'ai quitté la maison, maman m'a fait un câlin sans enthousiasme à la porte et m'a dit « Sois économe et n'attends rien de nous ». Claire n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je suis sorti de cette maison, traînant ma valise sur le chemin de la cour avant, avec l'impression que je venais d'ouvrir une nouvelle porte, une porte sans escalier condescendant ni comparaison amère. L'université était un monde différent. Là-bas, je n'étais pas un enfant ordinaire. N'étant plus l'ombre d'un génie autoproclamé, j'étais Stéphanie Allen, une étudiante en commerce à l'esprit vif et incassable. Les professeurs ont loué ma réflexion stratégique. Des amis sont venus me demander de l'aide pour les devoirs. Et chaque soir de week-end, j'appelais mes grands-parents pour leur parler de chaque petit pas en avant que j'avais fait. Mes parents n'ont pas appelé. Ils ne se sont pas enregistrés non plus. Et bizarrement, je n'étais pas contrarié. Je n'en avais plus besoin. J'avais arrêté de chercher la validation dans un endroit où elle n'était jamais donnée gratuitement. Ce que j'avais maintenant était une vraie valeur, une valeur qui venait de l'intérieur. J'ai commencé ma dernière année d'université avec un sentiment de certitude que je n'avais jamais osé imaginer. Grâce à des séances d'études nocturnes à la bibliothèque, des quarts de travail à temps partiel dans un petit café du centre-ville où j'ai appris comment pensent réellement les clients et des heures passées à dévorer tous les modèles d'investissement que je pouvais trouver en ligne, j'ai commencé à me faire remarquer. L'un de mes professeurs de finance, le docteur Eljean, m'a recommandé un stage d'été compétitif dans une société d'investissement bien connue à Seattle, Bradley Elan Capital. Je me souviens encore du premier entretien, une salle de conférence vitrée, une table en chêne rutilante et 3 managers assis en face de moi, chacun tenant mon CV. Zalin, a demandé l'un d'eux, selon vous, quel est le facteur le plus important lors de la création d'une stratégie d'investissement? J'ai répondu, comprendre non seulement les données mais aussi la psychologie derrière tout ça. Ils se regardèrent et acquiescèrent. J'ai reçu l'offre et à partir de cet été, tout a changé. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention et publié un projet de recherche dans une revue financière,
on m'a proposé un poste à temps plein chez Bradley & Lann en tant qu'analyste d'investissement junior. J'ai travaillé sans relâche, apprenant tout, des rapports sur les risques aux présentations aux actionnaires, en passant par la façon de lire entre les lignes dans des graphiques de marché volatiles. 3 ans plus tard, lors d'un examen de routine d'un portefeuille de clients fortunés, j'ai découvert quelque chose de troublant. Un groupe de valeurs technologiques dans lesquelles notre société avait investi massivement a montré des signes de croissance artificielle. Les indicateurs internes semblaient exceptionnellement solides par rapport à l'ensemble du marché. La plupart des analystes y ont vu un potentiel de cassure, mais pas moi. J'ai passé 2 nuits blanches à parcourir chaque numéro, à retracer les rapports en annexe, et j'ai finalement découvert la vérité. Ces entreprises gonflaient leurs revenus grâce à des transactions internes, en achetant essentiellement leurs propres produits pour réaliser des ventes. Si nous ne nous retirons pas à temps, nous perdrions au moins 32 millions de dollars en fonds clients. Je ne pouvais pas rester silencieux. Ce lundi matin, je suis entré dans la salle du conseil d'administration avec une analyse de 42 pages et un modèle de simulation des risques. Personne ne l'a interrompu. Quand j'ai fini, la directrice financière est restée assise dans un silence stupéfait avant de se tourner vers le PDG et de dire « Elle vient de sauver l'entreprise ». En 3 jours, l'ensemble du portefeuille a été restructuré selon ma proposition, et 6 mois plus tard, non seulement nous avons évité une perte massive, mais l'entreprise a enregistré une croissance de 11,4%, la plus élevée en 7 ans. J'ai été promu stratège principal en investissement. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à utiliser mes heures de travail pour développer un système de notation des risques basé sur le comportement du marché, intégrant des facteurs tels que la psychologie du consommateur, les tendances des médias sociaux et les changements politiques mondiaux. C'était le genre de choses que l'industrie qualifiait toujours d'inquantifiables. Je l'ai appelé Prism. Au début, Prism était un projet personnel, mais après avoir prédit avec précision les fluctuations des prix de 3 principaux groupes d'actions avant des événements clés, la haute direction en a pris note. 1 an plus tard, le système était officiellement intégré à la stratégie de base de l'entreprise, aidant ainsi Bradley & Lann à surpasser 2 de ses principaux concurrents du secteur. Je me souviens encore du jour où j'ai été convoqué dans la salle du conseil d'administration. Le PDG, Richard Langlais, m'a souri. Une fois que tout le monde fut assis, il dit « Stéphanie, nous créons un tout nouveau poste, celui de directrice des investissements stratégiques. Personne n'est plus méritant que vous. » Je pouvais à peine respirer. À peine 4 ans plus tôt, on m'avait dit que je voudrais peut-être travailler pendant un certain temps et comprendre les choses plus tard. Ce rôle n'était pas seulement un titre. C'était la preuve de tout ce que j'avais surmonté, d'être l'enfant oublié de ma propre famille jusqu'à devenir celui qui dirigeait la table du conseil d'administration d'une entreprise multimillionnaire. Ce soir-là, je n'ai pas fait la fête avec du champagne ni une fête. Je suis allé chez mes grands-parents, une simple maison en briques rouges remplie de chaleur. Grand-mère Hélène cuisinait et grand-père Arthur préparait le thé. J'ai posé la lettre de rendez-vous sur la table. Ils se regardèrent et sourirent. « Petite Stéphanie », dit grand-père, ouvrant désormais la voix. Je l'ai regardé, puis grand-mère, la première personne à croire que je n'avais pas besoin d'être exceptionnel pour en être digne. Pour la première fois, je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je me l'avais déjà prouvé avec un courage discret, des efforts acharnés et une conviction inébranlable. Après avoir accepté le poste de directeur des investissements stratégiques chez Bradley & Lann, je savais que je devais marquer ce moment, non pas avec grandeur, mais avec un petit rassemblement chaleureux pour ceux qui m'avaient soutenu, mes grands-parents, quelques amis proches, quelques collègues de confiance. Lorsque j'ai évoqué l'idée à ma mère, elle m'a immédiatement proposé « Vous devriez nous laisser l'héberger. Faites-le à la maison, rendez-le plus intime. La famille peut aussi se réunir. » J'ai hésité, mais elle a continué, « Vous avez juste besoin d'envoyer l'argent pour la restauration et la décoration, je m'occuperai de la liste des invités et de tout le reste. » Je n'en étais pas sûr, mais je pensais qu'après toutes ces années, cela pourrait être notre chance de recommencer. J'ai transféré 3 500 $ sur son compte et je n'ai pas demandé davantage. Une semaine plus tard, lorsque je suis arrivé dans la vieille maison de Salem, l'endroit où j'avais grandi, disparaissant lentement derrière l'ombre de Claire, je ne m'attendais pas à entrer dans un spectacle parfaitement mis en scène. La maison était plus richement décorée que je ne l'imaginais. Des orchidées blanches recouvraient les tables à manger, de doux rubans dorés enroulaient l'escalier et le parfum des plats gastronomiques emplissait l'air. J'ai vu mes grands-parents près du petit bar, discutant avec quelques proches. Claire descendit les escaliers dans une superbe robe de satin rouge, le visage parfaitement maquillé.
À côté d'elle se trouvait un homme grand et poli que je ne reconnaissais pas. Les gens ont commencé à se rassembler et juste au moment où je levais mon verre pour parler, ma mère s'est levée brusquement, rayonnante. « Chère famille », a-t-elle annoncé, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour nous reconnecter, mais pour célébrer quelque chose de vraiment spécial. Claire et son petit ami, Andrew, sont officiellement fiancés. Des acclamations et des applaudissements ont éclaté. Je restais figé. Je me suis tourné vers ma mère. Ses yeux me parcoururent comme si j'étais juste un autre invité à une fête pour laquelle j'avais payé. Je me suis avancé pour parler, mais mon père m'a intercepté, me saisissant le poignet comme un poing à la fin d'une phrase. « Ne gâche pas ça », marmonna-t-il d'une voix tranchante comme l'acier. « Si vous faites une scène maintenant, n'attendez rien d'autre de cette famille, aucun contact, aucun héritage, rien. » J'ai retiré sa main de la mienne et j'ai pris une profonde inspiration. Une partie de moi voulait partir, les laisser se noyer dans leur propre jeu, mais l'autre partie, celle qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre, refusait de garder le silence. Je suis revenu au centre de la pièce, j'ai levé ma coupe de champagne et j'ai dit « Excusez-moi tout le monde. Puis-je avoir juste un instant ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. Claire s'arrêta à mi-chemin. Le front de ma mère se plissa. Cette réunion d'aujourd'hui, ai-je commencé, calmement mais clairement, était prévue pour célébrer une étape majeure de ma vie. J'ai récemment été nommé directeur des investissements stratégiques chez Bradley & Lann, une importante société financière de Seattle. Je m'arrêtai, scrutant la pièce. C'est moi qui ai envoyé l'argent pour cet événement. Ma mère a accepté de l'organiser et n'a jamais mentionné qu'il se transformerait en fête de fiançailles. Des murmures se répandirent dans la pièce. Mes grands-parents restèrent immobiles, stupéfaits. Je ne suis pas contre les fiançailles de Claire, ai-je continué, ce que je ne peux pas garder sous silence, c'est le fait que ma propre famille a essayé de m'effacer de mon propre moment, tout comme elle l'a fait tout au long de mon enfance. Andrew se tourna vers Claire, la confusion dans les yeux. Tu m'as dit que c'était juste une réunion de famille. Le visage de Claire rougit. Andrew, je voulais juste attendre le bon moment. En utilisant l'argent de votre sœur pour organiser votre grande révélation ? Coupa-t-il en baissant la voix. Je suis venu ici dans l'espoir d'être accueilli, pas de voir quelqu'un être poussé hors de son moment. Il posa son verre et s'éloigna. Claire le poursuivit en vain. La pièce tomba dans un silence étouffant. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Tu devrais connaître ta place, Stéphanie. C'est toujours. Non, l'interrompis-je. C'est un endroit construit sur le favoritisme. Ce n'est plus une maison. Je me suis tourné vers mes grands-parents. Ils n'avaient pas bougé. Les yeux de grand-mère Hélène brillaient et grand-père Arthur me serra la main alors que je m'avançais vers eux. Je n'ai pas besoin que le reste de cette famille sache qui je suis, dis-je, et je sortis par la porte, la même que j'avais autrefois laissée en silence, mais cette fois, ma tête était haute. Andrew a quitté la fête sans un mot, laissant derrière lui le regard paniqué de Claire et une famille abasourdie. Elle l'a poursuivi jusqu'au porche, mais la portière de la voiture s'est fermée avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit. Les feux arrière de la Mercedes disparurent derrière les arbres, laissant la pièce dans un silence autrefois rempli de rire. Claire se retourna, ses larmes rapidement remplacées par la fureur. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu ne supportes pas de me voir heureux, alors tu détruis tout. Je suis resté immobile. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je ne me suis pas senti blessé. Juste fatigué du même blâme fatigué, joué comme un disque rayé. Claire, dit grand-mère Hélène, d'une voix calme mais tranchante, tu as fait tes choix. Ne rejette pas les conséquences sur ta sœur. Ma mère se précipita, le visage pâle de rage et d'embarras. Stéphanie, pour qui te prends-tu pour humilier ta sœur devant notre famille? Je n'ai pas besoin de réfléchir, répondis-je doucement. J'ai juste dit la vérité et je suis resté silencieux assez longtemps. Mon père a attrapé la main de ma mère, essayant de la retenir, mais ses yeux étaient flamboyants. Si vous sortez d'ici aujourd'hui, dit-il d'une voix glaciale, vous ne faites plus partie de cette famille. Ne vous attendez pas à un héritage. Ne vous attendez pas à nous rappeler un jour. En ce qui nous concerne, vous n'avez jamais existé. J'étais sur le point de parler lorsque grand-père Arthur, qui avait observé en silence toute la soirée, s'est soudainement avancé. Sa voix résonnait comme une cloche de bronze dans la pièce calme. David, si tu veux exclure Stéphanie de cette famille, alors il est temps de clarifier certaines choses. Grand-mère Hélène lui prit la main et s'avança avec lui.
Ma mère les regardait comme si elle sentait que quelque chose allait arriver. Nous avons mis à jour notre testament il y a 3 mois, dit-elle calmement. Tout le domaine, la maison, les économies, les parts de placement, tout va à Stéphanie. Ma mère laissa échapper un cri choqué. Quoi? Nous en avons assez vu, a déclaré grand-père Arthur. Assez pour savoir qui vit selon ses valeurs et qui vit d'être dorloté. Le joueur est ma fille biologique, ma mère a failli crier. Pourquoi elle? Parce qu'elle est la seule de cette famille à ne jamais rien exiger, à ne jamais se plaindre et à ne jamais marcher sur les autres pour se relever, répondit grand-mère Hélène, la voix légèrement tremblante mais les yeux fixes. Nous ne récompensons ni le favoritisme ni la tromperie. Claire fondit en larmes, sa fierté s'effondrant. Elle monta les escaliers en courant, sa robe rouge s'enflammant comme un coup de sang sur un tableau qui s'effondre. Ma mère se tenait au milieu de la pièce, les lèvres tremblantes. Mon père se détourna, silencieux. J'ai serré mon sac à main et j'ai regardé mes grands-parents, le cœur gonflé. Je n'ai jamais demandé ça. Nous savons, dit grand-père Arthur en souriant, et c'est exactement pourquoi tu le mérites plus que quiconque. J'ai regardé autour de la maison où autrefois une blessure, maintenant une scène pour que la vérité éclate. Un à un, les proches se levèrent de leur siège, évitant mon regard comme s'ils venaient de se réveiller d'un rêve mal avisé. Personne ne m'a arrêté alors que je me tournais pour partir. Je suis sorti, la brise printanière effleurant ma joue, apportant le parfum familier des fleurs de pommier du jardin. J'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Cette fois, ce n'était pas une porte qui claquait. C'était le dernier chapitre clôturant des années d'endurance. Sur le chemin du retour vers la maison de mes grands-parents, grand-mère Hélène s'est approchée et m'a doucement pris la main. Tu n'as plus besoin de te battre pour faire tes preuves, Stéphanie, dit-elle. Maintenant, tu dois juste être. Je l'ai regardée, les yeux piquants. Je ne m'étais jamais senti aussi en paix, non pas à cause de l'argent, ni à cause de la reconnaissance, mais parce que pour la première fois, je m'étais choisi plutôt que de rechercher l'approbation de gens qui n'avaient jamais vraiment voulu me voir. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit, la nuit où je suis sorti de la maison de mes parents pour la dernière fois, portant la vérité, la douleur et la force que je n'avais jamais imaginées. Je n'ai jamais regardé en arrière et je n'en ai jamais ressenti le besoin. Au cours de ces 3 années, j'ai mis tout mon cœur dans mon travail chez Bradley & Lann. Chaque matin avant le lever du soleil, chaque nuit tranquille au 19e étage, j'étais là, peaufinant ma stratégie, peaufinant l'algorithme Prism, écoutant le marché et dirigeant mon équipe à travers des moments qui semblaient autrefois impossibles. Lorsque l'actuel PDG, Richard Langlais, a annoncé sa retraite, personne ne s'attendait à ce qu'il me choisisse pour lui succéder. Mais pour moi, ce n'était pas de la chance. C'était le résultat de tous les efforts, de chaque nuit blanche et de chaque décision difficile que j'avais jamais prise. Le jour où j'ai été officiellement nommé PDG de Bradley & Lann Capital, j'avais 30 ans, soit la plus jeune femme PDG des plus de 60 ans d'histoire de l'entreprise. L'annonce a eu lieu dans le hall principal, les lumières des caméras clignotantes et chaque siège rempli d'actionnaires. Je suis monté sur scène non pas pour impressionner mais pour représenter une nouvelle génération, une génération qui n'a pas besoin de naître dans la gloire pour créer la sienne. Après le discours, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mes grands-parents. Je l'ai fait, murmurai-je, la voix chargée d'émotion. Grand-père Arthur a ri à l'autre bout du fil et grand-mère Hélène a répété les mots que je n'oublierai jamais. Tu as toujours été digne, Stéphanie, depuis le premier jour. Pendant ce temps, à 65 km de là, dans la ville de Salem, où j'ai grandi, les choses n'avaient pas beaucoup changé. Claire avait maintenant 27 ans. Elle ne portait plus de bague de fiançailles et n'occupait plus un emploi stable. Après qu'Andrew soit parti cette nuit-là, sa vie s'est transformée en tentatives infructueuses après les autres. Elle a abandonné un cours de mode, estimant que c'était trop de pression. J'ai essayé de devenir créatrice de contenu, mais j'ai arrêté parce que personne ne comprend mon style, et j'ai finalement déménagé avec nos parents, dans la même pièce qu'elle m'avait prise autrefois. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis cette nuit-là. Parfois, mes grands-parents mentionnent qu'ils ont posé des questions sur moi par l'intermédiaire d'amis communs, mais je m'en fiche. J'ai appris que toutes les relations ne sont pas censées être conservées, surtout lorsqu'elles sont fondées sur le déni et l'égoïsme. Chaque dimanche après-midi, je rends visite à mes grands-parents pour le dîner. Nous portons du pain grillé, feuilletons de vieux albums photos que je pensais autrefois enterrés pour toujours. Grand-mère Hélène raconte encore de petites histoires de mon enfance, et grand-père Arthur fait semblant de ne pas s'en souvenir pour que je doive raconter chaque détail. Une fois,
Je leur ai demandé s'ils regrettaient de tout m'avoir laissé. Nous ne l'avons pas quitté à cause de sa valeur, a déclaré grand-mère. Nous avons laissé le soin à celui qui comprenait la valeur du choix, à celui qui préférait l'intégrité à la commodité, le silence quand cela comptait et la voix quand cela comptait. J'ai souri parce que je savais que c'était le plus grand héritage qu'il m'avait donné, non pas des biens, mais la foi. Un après-midi de printemps, alors que je quittais le bureau après une réunion stratégique mondiale, j'ai vu quelqu'un qui attendait dans le hall principal. J'ai plissé les yeux, puis j'ai réalisé que c'était Claire. Elle avait l'air plus mince, son regard incertain, mais portait toujours son look signature, un manteau de marqué des talons cirés. Je ne suis pas là pour m'excuser, dit immédiatement Claire, comme un bouclier. Je veux juste savoir comment tu vas si bien sans que personne ne te soulève. Je l'ai regardé sans colère, sans pitié parce qu'avant, je n'avais rien, Claire, et c'est à ce moment-là que j'ai appris à me débrouiller seule. C'est quelque chose que vous n'avez jamais eu à faire. Claire m'a regardé pendant un long moment. Elle ne dit rien, puis se retourna et s'éloigna. Je ne sais pas si elle changera un jour, mais je sais que je ne redeviendrai jamais la sœur qui a toujours cédé, qui a toujours enduré, qui est toujours restée silencieuse pour maintenir la paix. Je suis retourné à mon bureau où mon équipe attendait pour construire quelque chose de nouveau ensemble. Et je savais alors que peu importe où commence le chemin, tant que l'on ne s'abandonne pas, la destination en vaudra toujours la peine. Mon histoire ne consiste pas seulement à vaincre le favoritisme au sein d'une famille. C'est un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la valeur intérieure. Autrefois, j'étais négligé, mis de côté dans ma propre célébration, mais j'ai choisi de m'élever au non par méchanceté mais par vérité et dignité. Aujourd'hui, je ne recherche plus la validation de ceux qui m'ont nié autrefois parce que j'ai trouvé ma place parmi ceux qui croient vraiment en moi. Et surtout, j'ai appris à croire en moi. Que pensez-vous de la décision de Stéphanie? Était-elle trop dure, ou était-ce exactement ce qu'elle méritait après tout ce qu'elle avait enduré?